téléphone à la fin de cette soirée. Voilà, alors j'ai le plaisir de recevoir Fatima Kerrouche et Leila Souidi pour des livres qui en apparence sont différents, sont différents niveaux de l'écriture, des sujets, etc., mais qui ont énormément de points communs. Et c'est ce que va nous révéler Catherine Melkhodja, qui va être le pivot de cette soirée, puisque c'est elle qui a lu très très attentivement Tiziri, Princesse Claire de Lune et Amal et ses sœurs, et qui va d'abord présenter nos deux auteurs et ensuite leur faire, comme d'habitude, une interview autour de leur livre. Puis après, on aura un échange avec vous et la soirée se terminera par la signature des deux livres par nos deux auteurs. Voilà. À toi, Catherine. Oui, bonsoir. Ça y est. Pardon? Ah voilà. Oui, bonsoir. Merci d'être venu ce soir accueillir nos deux auteurs. C'est vrai que nous sommes heureux à la CB de pouvoir recevoir deux auteurs qui ont toutes les deux un style très différent, mais qui ont le mérite d'être de vrais féministes dans leur écriture et dans leur parcours. Et nous en sommes très heureuses parce qu'effectivement, en Kabylie, la femme bénéficie d'un statut particulier et qu'il est toujours intéressant de préserver. Nous avons tout d'abord Fatima Kerrouche qui va nous présenter essentiellement son 7e ouvrage. Donc vous verrez qu'elle creuse son sillon dans la culture berbère, dans l'histoire du conte qu'elle met au goût du jour, puisqu'elle intègre des contes traditionnels avec une mémoire collective universelle, puisqu'elle se nourrit aussi bien des fables de La Fontaine que des contes d'Andersen ou de Perrault, et elle fait feu de tout bois pour nourrir son écriture. Et on peut également croiser Le Petit Prince dans ses ouvrages. Celui-ci est son 7e ouvrage. On peut déjà la féliciter puisque maintenant elle rentre dans la mémoire collective, puisque le 3e ouvrage, je crois, a été édité en Algérie en version kabyle, tout d'abord en version bilingue, français-kabyle, et donc les petits-enfants pourront, dès la rentrée prochaine, étudier les contes de Fatima. Voilà, et puis à ma gauche, Leila Souidi donc, a eu la gentillesse de venir aussi présenter son ouvrage, Amel et ses sœurs. Et effectivement, on peut parler dans son écriture d'une grande sororité, hein, pour être en équilibre avec la fraternité que nous connaissons bien. Et Leila est aussi une grande féministe. Elle a eu le malheur de perdre son mari très jeune et elle a vécu beaucoup dans le milieu des femmes. Elle a eu l'occasion de récolter beaucoup d'histoires très douloureuses, mais elle ne s'est pas contentée de reproduire des histoires qu'elle connaissait, puisqu'elle fait un véritable travail d'auteur. C'est-à-dire qu'à partir d'une anecdote ou d'un destin particulier, tragique, elle l'aurait écrit évidemment pour protéger la vie privée des femmes dont elle parle. Et ce qui compte, c'est que finalement on retrouve ces destins, mais qui ne sont pas exactement calqués sur l'histoire qui lui a servi d'inspiration. Nous allons commencer par Fatima. Et puis nous parlerons ensuite avec Amel de tous ces destins croisés qui sont toujours très émouvants. Fatima a créé un personnage qui s'appelle la petite Nénis, et c'est une petite fille berbère. Et on peut dire que
Un autre personnage qui est un peu plus mûr s'appelle Mademoiselle Soumicha. Donc par l'intermédiaire de ces deux personnages, Fatima se projette et nous raconte la Kabylie. Je lui ai demandé tout à l'heure quel était le pourcentage de Mademoiselle Soumicha et de Petite Ninis qui était en elle, et elle ne m'a pas répondu, mais peut-être que là, elle répondra. D'abord, bonsoir à vous. Merci d'être là. En fait, donc j'ai au moins 3 personnages. Ninis la petite berbère, Mademoiselle Soumicha, et il y en a une toute nouvelle, une cigogne, qui porte un nom qui fleure bon la liberté. Je ne vais pas vous dévoiler. Et peut-être que ce sont 3 personnages qui incarnent peut-être différentes phases de vie ou de spiritualité. Ninis la petite berbère, c'est l'enfance, la petite fille qui voyage entre les 2 rives. Elle est malicieuse, pleine de joie. Mademoiselle Soumicha, c'est autre chose. Elle n'a pas d'âge. Parfois elle a 5 ans, parfois elle a 100 ans. Et elle dit des contes. Et elle raconte aux enfants, surtout aux enfants de Kabylie, elle raconte ses voyages, ses rencontres avec des rois, des reines. Et elle voyage dans le temps et l'espace. Et le nouveau personnage qui apparaît dans Ninis, la petite berbère et le secret de la Soumam, est une cigogne. Et cette cigogne a un caractère bien trempé, très affirmé. Elle est aussi... elle adore écouter la musique sur son MP3. Et avec Ninis, elle survole toute la Kabylie. Et pour faire un peu d'esprit un peu intellectuel, je dirais que ces 3 personnages représentent à la fois l'enfance, et ça c'est une analyse qui m'est venue ce matin. Ninis la petite berbère, ce serait la phase de l'enfance, de la curiosité, de la découverte. Mademoiselle Soumicha, ça serait la gardienne de la mémoire, mais bon, en fait, c'est pas fait exprès, en écrivant, voilà, c'est la lecture des autres qui pousse à réfléchir ainsi. Donc Mademoiselle Soumicha, elle n'a pas d'âge, elle se déplace dans l'espace et le temps, et ça, elle représenterait plutôt la culture, le patrimoine, la mémoire, un petit peu comme voilà, oui, l'histoire, voilà. Et la cigogne, dont je ne vous dévoilerai pas le nom, représenterait à mon sens l'élévation spirituelle, puisqu'elle survole la Kabylie. Donc voilà. Donc 3 personnages qui s'amusent beaucoup. Oui, alors ce qui est très particulier aussi dans l'œuvre de Fatima, qui n'est pas particulier dans l'univers du conte, mais c'est que effectivement, aussi bien les humains que les animaux, que les végétaux pensent, ont leur avis ont leur avis bien tranché sur les questions qui les occupent. Et en cela, on pourrait parler peut-être aussi d'un lien de parenté avec Giraudoux, qui pense aussi que tous les objets ont une âme. Est-ce que tu accepterais cette parenté? Oui, c'est le destin premier de la culture berbère, d'avoir une vocation animiste, de vénérer les éléments naturels, la nature, les plantes, les astres. Dans beaucoup de contes berbères, les animaux parlent. Bon, comme dans Les Femmes de La Fontaine, dit-on qu'il s'est inspiré des contes berbères, donc je ne sais pas si c'est vrai, mais j'aime à le croire, et ça me plaît plutôt assez de le penser. Mais oui, tous les animaux, enfin, il y a un hymne, enfin, dans mon travail finalement, puisque je l'analyse ainsi, oui, il y a un hymne à la nature, à la joie, à la gourmandise. Et tu me demandais quelle était la part de moi-même dans les personnages. Je dirais que c'est un peu... c'est Freud qui dit que dans les rêves, tous les personnages de nos rêves correspondent à une partie de nous-mêmes. Ben, j'ai envie de dire que dans mes livres, dans mes personnages, dans toutes les situations, il y a un peu une part de moi-même, et même dans les chats, puisque dans mes livres, il y a aussi beaucoup d'animaux, beaucoup de gourmandise, donc un hymne à la vie.
Oui, tout à fait. Il y a une grande joie de vivre dans tout l'ouvrage. Et vous verrez que Fatima célèbre avec beaucoup d'honneur toutes les occasions de faire la fête. En Kabylie, on fait la fête, on perpétue les traditions. Ça sera peut-être... Alors, avant de commencer à lire quelques textes, j'aimerais bien, puisque tu parlais justement des contes, je sais que dans ces contes, il y a une telle culture, une telle richesse de citations, de sources d'inspiration. On a l'impression que tu réunis la mémoire du monde et que tu te nourris de tout ça, tu te nourris de tes rencontres, tu te nourris des personnages. Est-ce que tu te sentirais plus proche du conte africain ou du conte européen? Le conte européen est en plus des histoires justement qui ont à voir avec beaucoup la psychanalyse. Le conte africain, il y a toujours une morale, un petit peu comme dans La Fontaine. Comment tu te sentirais par rapport à tout ça? Alors le conte a un rôle effectivement de divertissement pour notre culture. Évidemment, le mythe de la grand-mère qui raconte, qui dit des contes au coin du feu et lors des veillées. Le conte, alors dans ma propre recherche, en fait, c'est quelque chose qui s'est imposé à moi. J'ai commencé à trouver un conte, le conte du coffre, avec une princesse malicieuse et astucieuse. Et je me suis dit, tiens, un conte kabyle qui valorise la femme. Et puis, au fil de mes recherches, j'ai tiré un fil, puis un autre fil. Alors, je vous avouer, je ne me souviens pas de ce que j'ai écrit, en fait. Mais il est vrai que, ce que j'ai expliqué tout à l'heure à Reski, les contes berbères, beaucoup d'auteurs ont fait ce travail de collecte. Tao Samrouche, Mouloud Bamri. Et en entreprenant ce travail, je me suis dit que c'était peut-être un peu prétentieux. Mais finalement, j'ai compris le pourquoi en bouclant la série des 4 contes. Donc j'ai commencé par Mademoiselle Soumicha, qui est une conteuse. Ensuite par Tiziri, Princesse Claire de Lune, Le coffre de Megdouda. Et j'ai terminé par Le voyage de la reine Tininan. Et au fur et à mesure, cette Mademoiselle Soumicha, parce qu'en fait, il n'y a pas uniquement que des contes anciens. J'ai revisité des contes. Je me suis permise, excusez-moi du peu, de revisiter la chef de M. Seguin, que j'ai appelée la chef de M. Kassi, M. Belkacem Kassi. Voilà. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que Colette disait, faites attention à ce que vous écrivez, parce que ça peut arriver. Et il se trouve que ce M. Belkacem Kassi existe, c'est un monsieur qui a presque 100 ans d'ailleurs, pour de vrai. Et quelques temps après avoir écrit cette histoire, il a reçu une chèvre en cadeau. Voilà, donc il faut vraiment se méfier de ce qu'on écrit. En tout état de cause, oui c'est vrai, et en tout état de cause, au fur et à mesure de ce travail autour des contes, je me suis aperçue que je me recréais ma propre transmission. Parce que, bon, donc c'est plus un travail de recherche. Je me suis créé mon propre travail de transmission. C'était comme un besoin vital, comme une recherche initiatique, comme une quête presque spirituelle, parce qu'effectivement, dans les contes, on trouve de tout pour soi. J'aime une lecture particulière, un livre qui me touche beaucoup, d'ailleurs un livre à se transmettre de femme à femme, ou même pour les hommes. C'est Femme qui court avec les loups, qui existe d'ailleurs en livre de poche et qui est écrit par Clarissa Pinkola Estes et qui fait un travail, en fait elle fait des fouilles archéologiques dans le psychisme humain, dans le psychisme des femmes, et elle s'inspire, alors malheureusement peut-être qu'elle ne connaît pas les contes kabyles, mais en tout cas elle s'inspire des contes de Perrault, des contes d'Andersen, de contes d'Amérique latine, puisqu'elle est d'origine d'Amérique latine. Et le message, c'est comment les femmes ont perdu leur puissance presque sauvage, l'instinct, l'intuition, parce qu'évidemment, on est un peu pris dans le moule de la société, dans des sociétés plus traditionnelles. Et donc, en tout cas, c'est un livre qui m'a beaucoup inspiré, tout ce travail autour des contes et la recherche de la femme sauvage qui est en nous. Et
il y a pas mal de similitudes aussi avec les contes kabyles, mais avec les contes d'une manière universelle. Et je pense qu'il y a peut-être des différences entre les contes africains ou les contes du monde entier, mais je pense qu'ils font appel aux lois universelles, aux lois humaines. Oui, puisqu'il existe des lois pour être humain. Il n'y a pas très longtemps, j'ai lu le livre d'un bibliste, Lebrun, et je ne sais plus du nom, mais des lois pour être humain. Et je pense que les contes sont une belle initiation et important pour les enfants. Mais je n'ai pas fait que ce travail de conte. Il y a aussi Ninis la petite berbère, qui est un personnage à part entière, et aussi pour moi un personnage de littérature. Et il me plairait d'appartenir à la littérature jeunesse berbère ou algérienne, en tout cas à la littérature jeunesse. Oui, Fatima, tu sais, tu en fais déjà partie, hein, c'est pas la peine d'avoir de rêver de ça, tu es déjà là. Tu es déjà là, tu fais partie du patrimoine et tu es déjà un trésor vivant de la littérature berbère. Si je t'ai pris le micro, c'était pas pour te couper la parole, mais c'est parce que je voulais creuser l'idée des femmes qui courent avec les loups, qui est effectivement un très beau livre avec une grande liberté. Et effectivement, on le voit dans ton œuvre, c'est un livre que peuvent recommander toutes les féministes, évidemment, puisque tu montres des personnages de femmes fortes, de femmes qui décident de leur avenir, de femmes libres. Parfois tu parles de ces femmes justement qui courent avec les loups, mais qui sont des ogresses. Et les fameuses, pour ceux qui connaissent, l'ogresse Tseriel, je cite, femme active, maîtresse de son destin, autonome, entière et insoumise, qui viendrait immédiatement punir les maris trop violents qui maltraitent leurs épouses. Cette Tserialine, ces femmes sauvages, indomptées et dangereuses, évoque inévitablement les femmes qui dansent avec les loups. Mais si elles sévissent trop, les populations se mobilisent pour les rendre inoffensives. Cette légende pourrait être aussi une allégorie d'un pouvoir trop répressif, puisque l'ogresse doit se dégonfler comme un ballon de baudruche, mais pour cela, il faut cesser de la nourrir, lui dire non, lui résister et tenir bon, a dit le sage consulté pour élaborer une stratégie de résistance. Donc effectivement, dans ce livre, on lit, quand on lit entre les lignes, on voit les valeurs de la résistance, de tenir bon, de tenir à ses valeurs. Et on voit aussi défiler entre les pages des personnages, par contre, très réels qui, finalement, commencent à intégrer ton écriture. Alors faites attention, parce que quand vous approchez Fatima d'un peu trop près, vous vous retrouvez dans ces pages. Et je pense qu'ici, dans cette salle, quelqu'un se reconnaîtra. Plusieurs, mais on va commencer par un. Je vais commencer, puis après tu prendras le relais. Nous arrivons à Tamzalt. Un jeune garçon s'approche de nous. À peine plus grand que le petit poussé, il doit avoir entre 7 et 8 ans. Ses yeux sont gris. Azoul, je m'appelle Smaïl. Après les présentations, il se met à dessiner sur le sol avec un grand bâton en bois. Il trace dans la terre des formes géométriques. Regarde, j'ai écrit Ninis. Que c'est beau. Ce sont des lettres de l'alphabet Tifina. Je les trace partout, sur les murs, sur les chemins de terre, sur le sable, et même sur ma table d'écolier, au grand désespoir de mon instituteur. C'est un alphabet berbère très ancien. Le Tifina est l'une des premières écritures africaines, et même du monde. J'adore dessiner ces lettres avec des plumes et des calames que je fabrique moi-même en taillant les roseaux. Mais où as-tu appris cet alphabet? Je ne sais pas. Peut-être dans un songe. Quand je serai grand, je serai le premier calligraphe berbère. J'irai à l'école des beaux-arts. Je peindrai des milliers de tableaux avec de la calligraphie tamazique. Je transcrirai en tifina des mots que j'aime et des poèmes anciens. Et j'écrirai même des messages d'amour. Oh, peux-tu écrire mon prénom sur mon épaule? Smaïl est surpris par ma demande. J'écris par terre sur des bouts de papier, mais je n'ai encore jamais dessiné sur personne, encore moins sur une petite Ninis qui voyage avec une cigogne. Et nous rions aux éclats. Le petit garçon se gratte la tête.
Mais comment veux-tu que je fasse? La cigogne n'a pas l'air d'apprécier. Oh, tu as toujours des idées invraisemblables. Au fur et à mesure de notre échange avec le petit Smaïl, un attroupement se ferme. Curieux, tous les enfants du village se sont rapprochés. Sophia, Lila, Idir, Tafat et Mourad veulent aussi que le petit Smaïl grave leur nom en tifinarque sur la main pour l'un, sur le bras ou sur l'épaule pour l'autre. Le pauvre ne sait plus où donner de la tête. Puis, la jeune Baya a une idée. Et si nous allions chez Lala Verchia, ravie d'attirer sur elle l'attention du petit calligraphe qu'elle aime bien? Un peu. Beaucoup. Oui, allons chez Lala Verchia. En ce moment, elle broie des feuilles de henné avec son pilon de bois pour en faire de la poudre. Elle prépare le mariage de sa fille Nora. Je pense qu'avec le henné, tu pourras dessiner plus facilement sur nous. Je suis sûre que si on lui demande, elle nous en donnera. Hurrah, hurrah, quelle bonne idée! C'est magnifique, répond Smaïl. Et nous partons tous en courant chez la Laverchia, à l'autre bout du village. La joyeuse nuée d'enfants à l'imagination fertile que nous sommes galope derrière Smaïl à la tête de cette ribambelle, suivie de loin par Lala Taos. Elle a du mal à courir et à suivre le cortège, car entre-temps, elle a essayé sa nouvelle robe kabyle, celle offerte par Ferrugia la couturière. Elle court tant bien que mal, contrainte de la soulever et de montrer ses genoux à tout le monde. Lala Verchia est ravie de nous recevoir. Elle nous offre sa pâte miraculeuse. Et c'est avec application, et non sans une certaine fierté, que le petit Smaïl trace patiemment avec le henné, des lettres tifinarques sur notre peau, chacun notre tour. À l'aide d'une petite allumette, il dessine les symboles comme touchés par la grâce de ses ancêtres pour qui le tatouage portait des messages un peu magiques. Nous sommes tous très contents et très fiers. Et comme moi, Baya et Lila ont voulu que leurs prénoms soient inscrits sur leur épaule. Ménad, l'oncle de la petite Maya, fouille dans sa poche et donne à l'artiste en herbe une pièce d'1 dinar. Du coup, nous aussi, nous offrons 1 dinar à l'enfant pour le remercier. La petite Lila lui a donné, quant à elle, une poignée de caprices, des bonbons au caramel. Smaïl est enchanté d'avoir pu amasser ce petit pécule non négligeable grâce à ses œuvres d'art. Mais il est temps de partir. Je remonte sur le dos de Lala Taos, que les enfants caressent tour à tour. Puis, la cigogne et moi saluons nos nouveaux amis unis par le tatouage au henné du petit calligraphe. Avant que je m'en aille, il tient à m'offrir un cadeau. Un joli calabre de sa fabrication taillé spécialement pour mes mains de petite fille. La cigogne s'envole en tourbillonnant. Je suis sûre qu'un jour Smaïl deviendra très célèbre et que sa peinture sera réputée dans le monde entier. On l'appellera le calligraphe aux yeux gris. Oui, et il portera une énorme moustache, répond la cigogne en riant. Au-dessus de notre tête apparaissent quelques nuages qui ressemblent à de légers flocons de coton. Ils forment dans le ciel bleu-azur de Tazmalt un immense message en lettres tifina. Alors, donc, vous verrez que les personnages que Fatima croise, finalement, coexistent indépendamment des époques, indépendamment du lieu où ils ont vécu, et tout le monde peut retrouver des personnages. Tout le monde est traité à pied d'égalité, que ce soit les bergers, les reines. C'est la grande démocratie. Et nous allons demander maintenant à Fatima de lire elle aussi un passage. Donc le 2. Le 2. Les femmes de la famille ont envahi l'ancienne cuisine aménagée pour l'occasion. Un feu brûle dans le canon. Ce trou creusé au centre de la pièce. La chaleur des braises est agréable et nous réchauffe, car dehors il fait froid. Ounissa et Ourdia surveillent l'imposante couscoussière. Tafat pétrit la pâte pour la galette, pendant que Kenza en cuit une autre sur la plaque de métal
posée sur le canoun. Pendant ce temps, Lila et Samira font frire des beignets. Mais Nora, Nacera et les autres bavardent en même temps et se racontent les dernières nouvelles du village. On se croirait dans une ruche bourdonnante. Dans la pièce, les jeunes enfants, Sarah, Isia, Tanina, Samir, jouent et courent avec les deux chatons, Elliot et Axil, prêts à happer le moindre bout de viande séchée. « Sub, sub !» crie Kenza pour les chasser. La conversation est animée, joyeuse et printanière. L'an dernier, à cette époque, j'étais à Tamanrasset, raconte la cigogne. Là-bas, la fête du printemps s'appelle Tafsit. Mais c'était comment? Une vraie kermesse, géante, dans le désert. Les Touaregs s'y donnent tous rendez-vous. La fête dure 3 jours. Elle précède l'arrivée des fortes chaleurs estivales et des vents de sable. J'ai assisté à un concours de chameaux et à des soirées musicales. C'était formidable. Ah, nous pourrions y aller. Ah, j'aimerais bien connaître Tamanrasset. Ah oui, moi aussi, dit Fatiha. Ah oui, moi aussi, dit Noara. Ah, moi aussi, ajoute la vieille Louisa, qui, dans son enthousiasme, en perd son dentier. Et dans ce brouhaha, toute s'extasie à l'idée d'aller un jour dans ce désert lointain. Mais Taos, la cigogne, secoue la tête et réplique sèchement. Ah, mais non, j'ai pas du tout l'intention d'y retourner. Fatiha montre une certaine déception. Tu dis pourtant que c'était formidable. Oui, c'était formidable, mais je ne peux plus y retourner. Un point, c'est tout. Mais pourquoi tu ne peux plus y retourner? Tu as été piqué par un scorpion? Dit en riant la jeune Lina. Ah non, pas du tout. Mais alors, dis-nous. Eh ben, un chamelier m'a demandé en mariage, avoue la cigogne, et il a voulu m'échanger contre 12 chameaux. Tu te rends compte? 12 chameaux. Oh, 12 chameaux, répètent en chœur les femmes. Et alors? Demande Linda. Eh ben, j'ai refusé. Pour qui me prenez-vous? Ah oui, tu as eu raison de refuser, l'Angélila. 12 chameaux, ce n'est pas suffisant. Tu vaux bien plus que ça. Et toutes éclatèrent de rire. Alors, il y a des moments comme ça très, très drôles et ravissants et très joyeux. Il y a une grande joie de vivre dans tous les livres, dans tout le livre, et même dans les autres ouvrages. Et puis, il y a des moments quand même qui rappellent l'histoire, comme par exemple cette escale à Timzirt. Timzirt qui signifie l'endroit d'où l'on peut voir très loin au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, avec une vue panoramique. C'est une ancienne mine de fer. Autrefois, il y eut une importante grève. Les ouvriers algériens voulaient obtenir les mêmes salaires et les mêmes droits que les ouvriers français. Ils ont eu gain de cause, après 9 mois de lutte. Un peu plus loin, 2 hommes bavardent. Ils sont comme Ali, des créateurs d'images. Abderrahman Bouguer-Mou et Asdin Medour se racontent leurs souvenirs. L'un d'eux s'interrompt, nous salue et pointe son index pour nous indiquer la direction de la Maison des Jeunes de Timzirt, où est organisé un festival de cinéma. Alors avec Taos, nous décidons d'y aller. Nous sortons du... Les cigognes sont comme les enfants des 2 rives. Chaque année, ils font le voyage. Un aller-retour incessant, explique Brahim, l'un des jeunes organisateurs du festival. Oiseaux migrateurs, enfants de l'immigration. À la même époque, ils volent d'une rive à l'autre, au-dessus de la mer. En sortant du cinéma, après avoir vu la montagne de Baïa, en chemin, nous rencontrons un petit berger. Il pleure. Mais pourquoi c'est là, un petit berger? Comment t'appelles-tu? s'enquiert la cigogne. Je m'appelle Akli. J'habite le village d'Akabiou. Je suis triste car j'ai perdu mes 2 moutons. Et si je rentre sans eux, ma mère va me punir. Je suis allée voir un dessin animé, mais je ne pouvais pas rentrer dans la salle de cinéma avec mes moutons. Je les ai laissés dehors, mais ils ne m'ont pas attendu. Enfin, réfléchis un peu, ironise la cigogne. Bien sûr qu'il n'allait pas t'attendre. Ce petit garçon est très beau avec ses yeux noirs mélancoliques et ses boucles brunes. Il a l'air très gentil. La cigogne et moi sommes attendris, car il ressemble à un poète un peu naïf. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas pu offrir une place de cinéma à ses moutons. Ils auraient été ravis de manger des pop-corns et des esquimaux à l'entracte, me lance la cigogne malicieuse.
D'un coup d'aile, la cigogne décolle et s'en va repérer les ovins égarés. Pendant ce temps, je reste avec Akli. Je m'assois par terre à ses côtés et je cherche à engager la conversation avec lui. Peut-être va-t-il me parler de ses jeux, de sa vie en Kabylie, ou m'apprendre des chansons et des comptines. Les peines perdues, silence radio. Akli ne desserre pas les dents. Il ne décroche pas un traître mot. Tu as peur de moi? Je ne vais pas te manger. Le petit berger me regarde et devient rouge comme une pivoine. Alors, pour détendre l'atmosphère, je lui dis « Je peux te poser une devinette ?»« Oui, » répond Akli timidement. « Quel est le comble du jardinier ?» Bien sûr, il ne répond pas. Eh bien, c'est de se mettre tout nu devant ses tomates pour les faire rougir. J'éclate de rire, mais Akli, lui, est mort de honte. Il casse son visage dans ses mains. Il est écarlate, horrifié par mon audace. Heureusement, Taos la cigogne arrive juste à ce moment-là. Elle porte les deux petits agneaux dans un baluchon qu'elle tient dans son bec. Ils sont adorables. La cigogne n'a pas eu besoin d'aller loin pour les trouver. Ils avaient profité de la séance de cinéma pour aller goûter les fleurs. Oui, alors il y a également des escapades gourmandes, et puis il y a aussi des moments un peu plus émouvants, comme le passage avec Azal. Azal. Rassure-toi, cher Azal. Ta belle voix va revenir. Oh, je me sens si triste, car depuis quelques jours, je ne peux plus chanter. Ah oui, tu ne peux plus chanter pour l'instant. Ta voix, tu vas la retrouver. Il te faut juste un peu de patience. Tu es le ténor de la Méditerranée. Tu hisses Achouer au chant traditionnel berbère au ciel de la beauté. Tu ressuscites les poèmes ancestraux, ceux qui tissent l'épopée des peuples. Bientôt, tu feras revivre au cœur des montagnes kabyles l'écho des chants majestueux, ceux de la divine Taos. Tu es le prince de Carthage. Ta voix inonde la Numidie depuis des siècles. Que dis-je, depuis des millénaires. Tes chants ressuscitent les pierres de Rome, de Timgad et de Saldaï. Ô toi, frère de Massinissa, ne t'inquiète pas, ta lyrique et puissante voix va renaître. Au printemps, quand les narcisses refleuriront. Oh, merci, mademoiselle Soumicha, je ne mérite pas tant d'égards. Bien sûr que si, tel Phébus, tu incarnes le chant, la musique et la poésie. Ô toi, Azal, génie de l'Algérie, ta voix s'est simplement éclipsée le temps d'une saison. Prends soin de tes cordes vocales, ce sont elles qui ouvrent les portes de ta royauté intérieure. Ma royauté intérieure, demande Azal. Oui, c'est un endroit au fond de soi, là où notre âme croise le secret du monde, un endroit dans le cœur que les enfants connaissent très bien. Si un jour tu rencontres Lady Blues, demande-le lui, elle saura te l'expliquer mieux que moi. Tu en dis de drôles de choses, mademoiselle Soumicha. Oui, Beltouria, je dis seulement ce que je ressens. Et puis, j'en ai parlé à Nadia de Tizintlata, la dame au chapeau à fleurs qui flâne chaque jour au marché international entre les ânes et les étals de fruits et de légumes. Enivrée par les parfums de coriandre et de cumin, elle dit tout ce qui lui passe par la tête. Elle me l'a confirmé. Ta voix va revenir, Azal. Il ne peut en être autrement. Crois-moi, tu peux lui faire confiance. Alors malheureusement, il y a encore beaucoup à dire, mais nous avons envie d'écouter Laïla. Pardon, je voulais dire deux mots là sur ce qu'on vient d'entendre. Je me demandais, quand tu disais que Fatima Kerrouche est féministe, en quoi le serait-elle? En quoi le serait-elle, je veux dire, dans sa littérature, hein, notamment dans les contes. Hein, et je me suis souvenu quand même que, là ça renvoie à un autre débat, mais c'est le même. Je me suis souvenu qu'il y a les travaux de Camille Lacoste du Jardin qui a démontré que les contes kabyles sont un acte de résistance par rapport à cette domination culturelle
cette domination masculine, que c'est une réponse à la thèse de Bourdieu sur la domination masculine, où il disait que, comme on le sait, partant de la société kabyle, que les femmes vivaient cette domination avec résignation. Eh bien, à travers les contes, Camille Lacoste du Jardin a montré que vraiment, c'est ce que dit Fatima Karouche, notamment à travers le personnage de Tseriel, que c'était un acte de résistance, qu'il y a cet acte de résistance à travers les contes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire à ce propos-là, parce que je me suis demandé en quoi elle serait féministe. Eh bien, ce serait déjà en ressuscitant cette stratégie de défense, si j'ose dire, de la condition de la femme dans la société kabyle. C'est déjà du féminisme avant la lettre. Il y a un féminisme sympathique, puisque tout se passe dans la joie, dans la complicité, dans la sororité, dans la solidarité entre les femmes. Qui s'épaulent mutuellement en cas de difficulté. Mais je propose que, comme de toute façon nous allons garder du temps pour que vous puissiez poser des questions ensuite aussi bien à Fatima qu'à Laïla, c'est pour ça que je vais maintenant voilà, parler avec Laïla. Voilà, donc Laïla vient de la Mitidja, elle connaît bien évidemment toutes les histoires des femmes algériennes, elle connaît leur vie privée, leurs confidences. Elle a milité longtemps, elle aussi, elle était une féministe, elle a milité dans le mouvement de l'Union des femmes algériennes, et au cours de ces multiples rencontres où les femmes étaient entre femmes justement pour pouvoir parler et élaborer une stratégie pour défendre, notamment dans le code de la famille, le statut des femmes. Évidemment, elle a récolté de très nombreuses confidences qu'elle a retravaillées ensuite, puisque, comme je vous le disais, elle ne s'est pas contentée j'allais dire, de récolter des textes, mais elle les a modifiés, elle les a retravaillés, elle a changé la structure, prenant un personnage ici, le retravaillant là. Et ce livre dessine toute une panoplie de personnages, de femmes extrêmement attachantes et émouvantes. Elle a également un parcours, outre son parcours militant, elle a aussi son expérience de travailleuse qui la mettait au cœur de la vie, puisque Laïla est justement urbaniste et a travaillé longtemps sur le plan d'urbanisme, le fameux plan d'urbanisme d'Alger. Mais je vais me dépêcher de lui laisser la parole parce que c'est quand même... voilà, nous avons la chance de l'avoir avec nous et ce serait dommage de ne pas profiter de cette opportunité. Il y a tellement de personnages attachants dans ce livre que je me suis permise de lui demander quels étaient les personnages qui l'avaient le plus ému. Alors d'abord je dois la féliciter pour sa modestie parce qu'elle a une démarche que j'aime beaucoup. Tout d'abord elle racontait des histoires de façon orale et son mari l'a incité à prendre confiance en elle et à oser garder une trace de ces histoires, et donc il l'a enregistrée. Et puis, petit à petit, elle est passée de la simple retranscription de ces histoires orales à l'écriture. Au début, c'était une transition, elle prenait les histoires, elle les retravaillait, et puis maintenant, elle écrit directement, elle a pris confiance en elle. Elle est toujours aussi modeste, très peu de prétention dans son travail, mais surtout la transmission d'une mémoire, de mémoires multiples, de destins multiples qui se croisent et qui sont très émouvants. Nous verrons donc dans ce livre des jeunes femmes confrontées au problème de l'avortement, au problème du mariage forcé, au problème du départ du mari, au problème de l'accouchement, au problème du viol, de l'inceste aussi parfois, de la difficulté qu'il y a à mettre au monde uniquement des petites filles. Certaines femmes ont été abandonnées, certaines femmes partaient
en voyage dans l'espoir de faire une petite respiration et puis se retrouvent mariés en arrivant alors qu'il s'agissait de prendre uniquement des vacances. Certaines femmes ont eu un mal fou à pouvoir décrocher simplement un rendez-vous avec un jeune homme qui leur plaît. Beaucoup d'étudiantes préfèrent aller à l'école, aller à l'université, parce qu'au moins elles ont une petite aire de liberté, elles peuvent rencontrer des gens, parce que souvent les vacances signifient être enfermé à la maison, s'occuper du ménage. Voilà. Laïla, j'espère que je n'ai pas trop défloré, parce que je vous incite surtout à lire son livre. Mais nous avons quand même voulu vous lire quelques passages. Et Laïla va commencer. Voilà. Ouais. Et puis ensuite, nous continuerons les questions. Mais je voulais quand même que vous ayez une idée de son écriture. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Pardon. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, merci d'être venus. C'est pas évident de venir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Mais le micro est bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, merci d'abord d'être venus. C'est très sympa. Surtout que c'est mon premier livre. Donc, je me lance dans une aventure qui est l'écriture. Tout d'abord, j'ai mis 5 ans à écrire ce livre, à le publier. En fait, il est même plus ancien, puisque j'ai commencé en 2007. En 2007, j'ai eu une petite fille à Paris, et je me suis demandé, à partir de cette petite fille, qu'est-ce que j'allais lui transmettre de ma culture, de qui je suis. Et je me suis rendu compte que la transition n'existerait plus. Elle vit à Paris, elle étudie en français, elle travaille en français, ne parle pas l'arabe, comme beaucoup. Et donc, elle ne parle ni l'arabe ni le berbère, puis sa mère est kabyle. Et donc, je voulais transmettre quelque chose. Donc, j'ai voulu lui transmettre les histoires que j'ai connues. La vie de tous les jours, parce que elle commençait surtout, on est toujours, quand on est en Algérie, dans l'histoire, de se dire, quand on est en France, en Algérie, c'est toujours merveilleux, tout va très bien, madame la marquise. Alors je dis toujours, non, c'est pas si terrible que ça. La vie des femmes n'est pas terrible. La vie des hommes, je la connais pas très bien, mais je crois qu'elle n'est pas terrible non plus. Donc, je voulais transmettre cette culture. Je suis originaire de Mitiga, d'un petit village qui s'appelle Afroun, et j'ai grandi à El Afroun, et j'ai vécu jusqu'à 20 ans à El Afroun, et toute ma famille est d'El Afroun, en fait toute ma famille maternelle. Mon père était de l'Exal Boukhari. Alors, j'ai voulu raconter d'abord les histoires qu'on me racontait à la maison, que ma mère nous racontait, etc., et puis toutes les histoires que j'ai connues ensuite. J'ai connu dans un épisode de ma vie quelque chose qui n'apparaît pas dans mon livre, la prison. Et dans cette période-là, j'ai passé 6 mois en prison à Al-Harrach. Et lorsque j'ai passé 6 mois en prison à Al-Harrach, j'ai connu énormément de femmes. Donc nous étions les politiques, on nous mettait de côté. Et puis il y avait les autres, les détenus. Et j'ai découvert la violence que vivaient les femmes en prison. En dehors, c'est de la rue. D'abord, elles vivaient une violence terrible. Et puis, deuxièmement, je vous signale qu'en Algérie, une femme qui avorte, c'est passible des assises. Et suivant, je parle bien de la période où j'étais, je ne connais pas assez bien maintenant le droit. À l'époque, elles étaient condamnées entre 2 et 5 ans. Donc, pour avoir avorté, tout simplement. Hein. Donc, je voudrais vous raconter l'histoire de Mounia, qui va au tribunal, et qui est une personne que j'ai un peu connue.
Elle se retrouva seule dans une petite cellule et son avocat qui l'attendait essaya de lui faire relater les circonstances exactes de son affaire. Comme elle persistait dans son mutisme ou répondait des formules vagues du genre « Dieu sait », il repartit en grommelant. Toutes les mêmes, ces bonnes femmes, elles ne veulent rien dire. La matinée s'étira lentement et vers midi 1h, un gardien lui ramenait une gamelle de haricots, froid bien sûr, et un morceau de pain. « Mange, lui dit-il, tu risques de rentrer très tard à la prison et l'heure du repas du soir sera passée. » Elle demanda d'aller aux toilettes et il y accompagna. Elle mangea sans appétit, se remit à attendre. Dans l'après-midi, on appela le gardien, on l'appela et le gardien l'emmena dans une grande salle, peinte en marron, pleine d'hommes qui circulaient dans tous les sens et parlaient à voix haute. Elle s'assit derrière son avocat et le gardien resta à l'autre bout du banc. Après un moment, l'avocat lui demanda de se lever, puis de se rasseoir. Un groupe d'hommes venait d'arriver, qui s'installèrent en hauteur sur une estrade. On cria son nom, et l'avocat dit « Nous sommes là, monsieur le juge ». Un homme âgé lui demanda ses noms et prénoms, et si elle savait pourquoi elle était là. Elle répondit que oui, et lui dit de se rasseoir. À ce moment-là, ils se mirent tous à parler, et Mounia comprit qu'on parlait d'elle et des raisons de sa détention. Elle comprenait à peine ce qu'il disait. Ils parlaient tous en arabe littéraire et elle était illettrée. Au bout d'un moment, ils se turent et le plus vieux, lui redemanda son nom et prénom. L'avocat lui dit de se lever devant le juge. Mounia comprit alors que c'était lui le juge et que c'était lui qui allait décider de son sort. Le juge lui demanda d'une voix forte « Comprends-tu ce que je te dis ?»« Un peu, monsieur le juge. Il est dit que tu as tué ton enfant. Est-ce vrai ?» Mais il n'était pas vivant. Je ne l'ai pas étranglé ou tué. C'est le docteur qui l'a fait sortir de mon ventre alors que je n'avais pas de contraction. Comment il a fait? Il m'a donné des médicaments et il a mis un tuyau dans mon ventre. Pourquoi tu fais ça? Je ne suis pas mariée avec le docteur et je vis chez mon frère. As-tu déjà été mariée? Oui, 2 fois, monsieur le juge. Quel âge as-tu? Autour de 30 ans. As-tu des enfants? Non, Dieu n'a pas voulu. Combien de temps es-tu resté mariée? 5 ans la première fois, 2 ans la deuxième. Pourquoi as-tu divorcé? La première fois parce que j'étais stérile, la deuxième parce qu'il trouvait que j'étais pas à son goût. Pourquoi? Il avait 5 enfants. Sa première femme était morte et je n'arrivais pas à assumer toutes les tâches. Il fallait faire le pain tous les jours et puis il était beaucoup plus âgé que moi et ses enfants ne m'acceptaient pas. Tu n'es jamais tombée enceinte? Jamais, monsieur le juge. Alors, comment es-tu tombée enceinte cette fois? J'avais toujours mal à la tête et mon frère m'a emmené chez le docteur. C'est avec lui que j'ai fauté. Comment? Il m'a dit de me déshabiller car j'avais toujours mal à la tête et l'aspro ne faisait rien. Il m'a touché les pieds à la tête pour voir si j'avais mal ailleurs. Tu n'as rien dit? Il était beau, il sentait bon et j'étais déjà toute nue. Il t'a forcé? Non, je me suis laissé faire. C'est passé comme un songe. Et tu n'as rien dit à ta famille? Tu n'as pas essayé de partir loin avec ton enfant? Oh non, déjà que tout le monde me faisait la gueule, mon frère n'arrêtait pas de me dire que si un chien voulait de moi, il me marierait avec lui, et tous mes bijoux, j'ai dû les offrir à sa femme. Mes draps, ma belle-sœur les a pris pour en faire des couches à ses enfants. Mon frère est très avare, mais je n'ai pas d'autre famille et je n'ai pas d'argent. J'ai 2 sœurs, mais elles ont déjà leurs problèmes, et je ne les ai pas vues depuis des années. Elles sont mariées ailleurs, avec plein d'enfants chacune. Et puis j'ai mis longtemps à comprendre que j'étais enceinte. As-tu recouché avec lui? Elle baissa la tête et dit tout doucement, oui. Combien de fois? 2 fois, chaque fois à l'hôpital. Il disait qu'il devait me faire des piqûres. Il t'a pris de force alors? Non, ça me plaisait bien, c'était si doux. Où est-il maintenant? Je ne sais pas, monsieur le juge. À ce moment-là, l'avocat intervient et dit, un mandat d'arrêt a été lancé, mais il est à l'étranger, en Europe apparemment. Le juge se tourna vers ses assesseurs et ils se mirent tous à parler à voix basse. Au bout de quelques minutes, l'avocat fut appelé et les rejoignit. Elle resta seule sur son banc, le gardien s'étant absenté. Elle entendait à peine et ne comprenait pas ce qui se disait. Au bout d'un moment, le juge reprit. « Sais-tu que c'est un péché très grave ce que tu as fait ?»« Oui, mais j'avais peur de mon frère. Et comme je ne suis jamais tombée enceinte, je croyais que j'avais un ver dans le ventre. »
témoignage très bouleversant et en même temps d'une grande sincérité. Parce que, en fait, évidemment, le juge attendait, pour être un peu moins sévère, qu'elle dise qu'elle avait été forcée, mais elle a été très honnête. Elle a reconnu qu'elle avait eu, elle aussi, du désir, ce qui est quand même assez rare. Oui. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu raconter cette histoire, parce qu'en fait, il faut savoir que là, contrairement à ce qu'on pense, et c'est un des éléments pourquoi j'écris ces livres, le juge décide tout seul, en fait, dans la justice algérienne. Si vous voulez, il n'y a pas de juré, contrairement à l'image qu'on se fait des jurés des films américains. Les juges en Algérie décident tout seuls. Ils décident en leur âme et conscience, je dirais, quelque part. Mais ils ne décident pas en consultant d'autres personnes. Ce n'est pas une décision plurielle, c'est une décision unique. Alors, je reprends pourquoi j'ai écrit ce livre. J'ai écrit ce livre parce que j'ai voulu raconter un vécu général, un vécu de beaucoup de personnes, un vécu qu'ont connu beaucoup de femmes, Et j'ai voulu l'écrire aussi pour leurs enfants, parce que chez nous, les femmes sont très pudiques, très très pudiques, et donc ne raconteront jamais à leurs enfants, ou à leurs petits-enfants encore moins, dans quelles circonstances telle chose leur est arrivée. Je parle d'un viol dans un cimetière. Pourquoi? Parce que j'ai connu une femme à qui c'est arrivé. Et j'ai rencontré parce que, d'abord, elle a été violée, ce qui est déjà un drame en soi, mais c'est qu'en plus, elle a tué à tout le monde. Elle a tué à tout le monde, et en premier lieu, à son mari. Parce qu'elle était mariée, elle avait des enfants, et qu'elle ne pouvait pas dire cela. Il faut savoir que déjà en France, on ne parle pas de ce qui se passe, mais en Algérie encore moins. On ne parle pas, on tait les choses, on dissimule, on cache la chose. Et j'ai voulu que cette violence, c'est vrai que ce que je dis là, cette douleur qui est vécue et tue, réapparaisse quelque part, parce que on n'en parle pas. Ce sont des personnes ordinaires, ce sont des personnes qui, au mieux, s'il y a une affaire, elle sera jugée à huis clos, personne n'en saura rien. Et dans la réparation mentale qui se fait dans une violence ordinaire, dans une violence subie, il y a le parler, le dire, le raconter. Et si on ne peut pas le dire, on ne peut rien faire, on vit avec. Et donc, par exemple, je vais donner un exemple. Ma première nouvelle, c'est une fille qui est mariée de force. C'est une fille que j'ai connue, j'avais 15 ans. J'étais au lycée, en 3e, et elle était très brillante, très bonne élève. Et même parmi celles qui avaient les encouragements, enfin c'était une bonne élève, moi j'étais très turbulente, elle pas du tout, très sage. Et en un mois, en quelques jours, eh ben, on a appris qu'elle était mariée. Elle-même n'en savait rien. Donc c'est aussi pour toutes mes copines qui ont été mariées quand j'étais entre 6e, 5e, 4e. Tous les ans, il y en avait 10, 15 qui disparaissaient. Elles-mêmes, elles ne le savaient pas, elles étaient mariées. Ou bien pour mes copines qui ont un jour, il y en a une dont je parle là, elle prenait tous les jours le bus avec moi, et puis un jour, je l'ai plus revue. Puis 3 mois plus tard, je la croise par hasard, je lui dis mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh ben, elle me dit le soir, mon mari m'a dit de dégager, qu'il ne voulait plus de moi. Et le soir même, j'ai pris ma valise et je suis partie. C'est ça que j'ai voulu raconter, c'est-à-dire cette violence qui n'est pas nécessairement une violence de coups. Il y a des femmes battues, c'est vrai, mais il y a une violence. Quelle est la violence d'une femme qui a occupé un appartement pendant des années, et puis le soir, on vient, on lui dit « fais tes valises,
j'ai parlé à ton frère, tu dois dégager. C'est mon appartement. Et c'est ça que j'ai voulu transcrire. Alors c'est peut-être pas extraordinaire, mais c'est ce que j'ai voulu dire. Est-ce que tu permets qu'on lise un petit passage? Oui, bien sûr. Moi, j'ai beaucoup apprécié qu'elle n'emploie pas la langue de bois. Donc, pardon. Regarde la page, je vais préparer. Page 43. Farida au cimetière. Elle avait faim. Elle était fatiguée. Même avec ses collègues, femmes pour la plupart, elle avait du mal à discuter, à parler de tout et de rien. Au bout d'un moment, elle essuya ses larmes et ouvrit son sac. Elle avait apporté un plant de géranium qu'elle voulait planter sur la tombe. Elle se rendit compte qu'elle n'avait rien pour creuser la terre. Elle se mit à creuser avec ses mains. La terre était très dure, très sèche. Elle se rappela qu'elle avait vu à l'entrée du cimetière des seaux, des bidons d'huile, et qu'il y avait un robinet. Elle se releva et se dirigea vers la cabane du gardien pour prendre de l'eau dans l'intention d'arroser le géranium. À son arrivée à la cabane, elle vit que tous les seaux étaient vides. Elle ouvrit le robinet, il était à sec. Derrière, il y avait une porte. Elle l'ouvrit, espérant trouver un petit peu d'eau dedans. À ce moment-là, elle reçut un grand coup sur la tête et s'effondra. Ce qui se passa ensuite fut si rapide, violent, si brutal, que souvent elle pensait l'avoir rêvé. En quelques secondes, elle se retrouva sur le dos, sa culotte arrachée, un homme de tout son poids sur elle, lui collant les épaules sur le sol et la pénétrant de force, sans qu'elle ait eu le temps de réaliser. Elle ouvrit la bouche pour crier et reçut un coup de poing à la figure. Et là, elle s'évanouit pour de bon. Quand elle revint à elle, elle était seule. Elle essaya de se mettre debout, mais la douleur la transperça, fut tellement brutale qu'elle retomba sur le sol. Elle avait le ventre en feu, la mâchoire qui lui faisait très mal, des douleurs partout. Elle chercha son sac. Celui-ci avait été jeté dans un coin de la cabane. On n'avait touché à rien, ni à son argent, ni à ses papiers, à rien, sauf à sa vie. Elle se releva et vit qu'elle avait plein de sang sur les cuisses. Elle essuya son visage avec un mouchoir. Ses cuisses sur son chemisier, il rajusta ses vêtements en refermant soigneusement son imperméable. Que devait-elle faire? Porter plainte? Il n'en était pas question. Elle ne connaissait personne. Son oncle ne l'attendait même pas. Et puis qui c'était? Un des jeunes? Le chauffeur de taxi? Un inconnu? Elle vit le taxi à travers les grilles, ressortit, monta tout de suite à l'arrière de la voiture. Le chauffeur lui dit: « Qu'est-ce que tu as? Tu as pleuré ?»« Ah ben c'est normal, tu étais dans un cimetière. Et au cimetière, on te fait pleurer. Tu veux que je t'accompagne quelque part? Tu veux aller à la gare? Tu veux qu'on passe du temps ensemble? Je suis célibataire, tu sais, et j'aimerais bien connaître une fille comme toi. » Elle réalisa alors que depuis le début, il l'attendait parce qu'il pensait faire la fête avec elle. Il devait se dire: une fille de la ville, seule en plus, ça ne peut pas être quelqu'un de bien. Elle partit avec lui parce que c'était l'unique moyen de retrouver la gare. Elle prit le temps de réflexion et lui répondit que ce qu'il attendait entendre, car elle eut peur d'être violée une seconde fois. Je ne termine pas l'histoire, vous lirez l'ouvrage. J'aimerais parler aussi peut-être de Amel, justement, dont tu parlais, qui était cette jeune fille qui était très heureuse qu'on marie sa sœur parce que sa sœur était considérée comme un poids pour la famille. Et les parents voulaient la marier très vite. Et on considérait que, de toute façon, à l'âge qu'elle avait, c'était déjà formidable que quelqu'un veuille bien d'elle. Tu étais au Canada pour moi. Oui, je suis au Canada, bien sûr. Tu veux que je lise l'extrait? Oui, si tu veux. Oui, bien sûr. Alors, Amel vivait dans une petite maison. Alors, je voudrais vous préciser quelque chose avant de commencer. Mes nouvelles sont
sont sur 30 ans à peu près. Hein. Il ne faut pas croire qu'elles sont dans l'ordre chronologique. Hein. Donc cette nouvelle est quand même assez ancienne, puisque à l'époque, ça se passe dans les années 70-75. Hein. Parce qu'on m'a fait tellement de réflexions depuis sur cette nouvelle que je tenais à préciser qu'historiquement, elle se passe dans les années 70-75. D'accord. Les examens de fin d'année approchaient et Emel ne faisait pas attention aux nombreux va-et-vient qu'il y avait à la maison. Sa mère, habile cuisinière, était souvent sollicitée pour la préparation des repas et des pâtisseries lors des cérémonies et Zohra l'aidait souvent. Je précise ici que Zohra est sa grande sœur, divorcée, qui vit avec eux. Un soir, pendant le dîner, alors qu'ils étaient tous assis autour de la table, sa mère lui annonça triomphalement qu'une famille était venue demander sa sœur aînée en mariage. Emel, très étonné, demanda si le fiancé savait que sa sœur avait déjà été mariée. Sa mère s'emporta et répondit que oui, mais que le prétendant était âgé. Zohra avait la tête baissée. Quand Emel lui demanda si ce prétendant lui convenait, elle acquiesça de la tête. Leur tante, qui avait servi de mariage, aurait vanté ses mérites et précisé qu'elle habiterait Alger après son mariage. Emel ne posa plus de questions, mais était très heureuse pour Zohra. Cette demande de mariage relevait du miracle, les hommes qui acceptaient de divorcer étant très rares. Les jours suivants, tout le monde s'était mis au ménage en grand, et Emel avait beaucoup de mal à faire ses devoirs, mais s'en accommodait, espérant que sa sœur connaîtrait enfin le bonheur. Le jour fixé, elle reçut la visite de 5 femmes de la famille du prétendant, accompagnées de la tante marieuse, tandis que l'oncle paternel recevait les hommes. Emel et sa sœur préparèrent les boissons fraîches et disposèrent le tout sur un plateau que Zohra déposa devant sa mère. Celle-ci appela alors Emel et lui demanda d'apporter des glaçons. En entrant dans la pièce, Emel salua les femmes présentes d'un hochement de tête. Sa maman lui proposa un verre de limonade et elle s'assit sur un matelas à même le sol pour le boire. Une des femmes présentes la complimenta sur la beauté de ses cheveux et lui montra une photo en lui demandant ce qu'elle pensait de l'homme sur la photo. Emel regarda la photo du coin de l'œil et dit « Il est pas mal ». Pour ce passage. Alors, ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que on montre une photo, elle dit « il est pas mal », elle pensait effectivement que c'était formidable que sa sœur trouve un fiancé, et en réalité, le simple fait qu'elle valide la photo produit un mariage à toute allure, c'est-à-dire qu'elle s'est contentée d'apporter le thé, la limonade, on lui a montré une photo et ça y est, elle est mariée et elle doit abandonner son travail. Et quand elle dit « mais je ne veux pas, je veux passer mon brevet, aller au lycée », il n'en est pas question. Ton fiancé a dit que tu savais déjà beaucoup de choses et que cela suffisait. À partir de maintenant, tu resteras à la maison. On va te préparer ton trousseau, tes tenues pour le mariage. On a très peu de temps, juste 2 mois pour tout organiser. Mais ton oncle est très content et il nous aidera financièrement. Sa femme t'offrira une paire de bracelets en or à cette occasion. Zora l'acheva en lui disant « Tu as beaucoup de chance. Beaucoup de filles auraient aimé être à ta place. » Alors on va arrêter un peu les extraits parce qu'il nous reste très peu de temps, même si on aura envie de découvrir davantage. Je vous propose maintenant de poser quelques questions. Peut-être qu'on va séparer en 2, ou alors vous préférez qu'on pose des questions. On mélange les questions. Voilà. Allez. Voilà, la parole est à vous. N'hésitez pas à demander un peu plus à nos 2 auteurs. Profitez-en parce que c'est vraiment un grand honneur qu'elle soit venue, malgré bravant la pluie, le vent, les grèves SNCF. Bravo. Merci beaucoup. On va peut-être faire circuler. Si les femmes ne parlent pas, je peux parler, mais je préfère que les femmes parlent avant. Il y a Soad qui demande la Voilà, parole. on commence par les femmes. Hein. Voilà. Bah oui, écoute, c'est une question de Moi, je femmes. ne sais pas si j'aurais une question, mais en tout cas, je trouve formidable que ce soir, la CD nous ait offert ces 2 auteurs. Parce que autant il y en a une qui nous offre le coup. Enfin, on vous les prête, hein, on les offre. On les offre. Après, on ira Entre quelques chameaux, hein, n'oublions pas. Voilà. Entre le style
à travers les contes, mais qui sont, comme tu l'as dit, de la résistance, comme l'a montré Camille Lacoste du Jardin, et les récits que nous donne Leïla. Ça me fait très plaisir de la voir ce soir, parce que ça fait bien longtemps, puisque Leïla, quand même, nous avons été ensemble sur la campagne 20 ans Barakat contre le code de la famille, et c'est justement dans les locaux de la CB que nous nous réunissions, et qui nous réunissait, c'était notre amie Nassera Si Mohamed, qui était la grande instigatrice de nos rencontres. Et c'est vrai, quand vous avez parlé d'universalité à travers ces deux auteurs, c'est tout à fait ça, que l'on prenne les conteuses qui nous emmènent dans le rêve, mais à la fois dans la réalité, et ça nous fait du bien parce que c'est une forme de résistance qu'ont les femmes quand elles sont conteuses, quand elles écrivent, quand elles parlent, parce que la transmission, justement, ce travail, toutes les deux, c'est un travail de mémoire, c'est un travail de transmission, qui sont nécessaires pour nos jeunes générations, que ce soit les jeunes générations qui vivent en France, mais que ce soit aussi nos jeunes générations qui vivent en Algérie à travers la langue berbère et à travers notre histoire. Et je voulais dire, Leïla, que même ton récit de 70 existe encore malheureusement en Algérie, mais à travers le monde, parce que si on prend le dernier film turc, dont on a beaucoup entendu parler, c'est exactement ce que tu viens de ce qui est raconté dans le livre Amel. Et je voulais dire aussi que tu disais que tu ne te souvenais pas ou que tu n'avais pas travaillé sur ce qui se passe actuellement en Algérie sur l'avortement. Et je pense que l'occasion de ces rencontres aussi, c'est de donner de l'information. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est de 1 à 5 ans. Et voilà, comme ça l'était, et d'une peine d'amende pour celui qui le fait, hein, que la personne soit consentante ou pas, de 5 000 à 10 000 dinars. Et que l'avortement est toujours interdit pour les femmes en Algérie et qu'il ne se pratique que dans 2 cas. Dans le cas thérapeutique, au cas où il y a la vie de la mère qui est en danger. Et le deuxième cas, après des longues batailles féministes, c'est suite au viol des terroristes dans les années 94, et ces viols ont mis des milliers de jeunes filles et de femmes enceintes. Et ça a été une longue bataille des féministes pour qu'en 2004, si j'ai bon souvenir, l'État algérien accepte enfin qu'il y ait une reconnaissance de ces viols et qu'ils soient punis. Mais comme on sait que la concorde civile et la réconciliation nationale ont porté à mal toutes les luttes qu'il y a eu, en tout cas, aujourd'hui, dans le cas encore de viol de la part de terroristes, les femmes peuvent se faire avorter. Voilà, je voulais donner ça comme information et vous remercier toutes les deux pour ce voyage à travers la résistance des femmes. Voilà. Merci beaucoup pour cet éclaircissement et ce rapport à l'actualité du livre de... Ahsan Zahraoui. Je voudrais juste donner une précision. Oui. C'est qu'avant 2004, elles étaient obligées d'épouser leur violeur pour faire reconnaître l'enfant. Parce qu'en Algérie, il faut savoir qu'on ne peut pas reconnaître l'enfant en mariage. Ahsan. Oui, ce qui donnait, c'est ce qui a produit de nombreux drames, puisque je crois me souvenir qu'en Tunisie c'était la même chose, et qu'il y a eu effectivement l'année dernière beaucoup de luttes à ce propos. On va effectivement poser une question. On va regrouper les interventions. Oui, oui. Voilà. C'est la question d'un homme et du sociologue en même temps. Voilà, du sociologue que nous connaissons bien, puisqu'il était aussi un élève de Germaine Tillon. Voilà. Donc, en éthologie du Maghreb. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Je vais commencer dans l'ordre, c'est pas grave. Reski, Fatima, donc Catherine, et puis Léla. Je pense que moi je suis ému quand j'entends donc ces interventions. J'ai eu la chance, peut-être que c'est pas le lieu, mais je le dirai quand même, d'avoir eu une mère conteuse, hein, et d'avoir eu une mère qui, si elle avait été à l'école, elle serait une Simone de Beauvoir avec la sensualité en plus. Alors, Simone aussi était une femme sensuelle. oui. Non, je voudrais dire que effectivement,
là, c'est deux récits de résistance différents. Fatima, elle est dans la réappropriation de la mémoire. Elle est pas seulement dans la résistance, et puis cette résistance que des femmes aux hommes, elle reste du domaine du symbolique, parce que malheureusement, les contes n'ont pas fait beaucoup avancer, mais c'était leur façon si vous voulez, de réagir par rapport à la domination insupportable qu'elle vivait. Du coup, en partant dans les contes, en donnant le rôle important à l'ogresse, par exemple, elle faisait une espèce de contre-pouvoir. D'ailleurs, quand elles s'organisent entre elles, elles sont dans le système de contre-pouvoir. Alors, écoutez ces contes, les transmettre, d'abord, je commence par Fatima, c'est quelque chose de très important, parce qu'elle est à la fois dans la résistance symbolique, mais elle est aussi dans la réappropriation de la mémoire et dans la transmission. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est qu'on ne lise pas tout, puisqu'on va les acheter. Je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas porter de jugement. Maintenant, je reviens à Leïla rapidement, parce que pour ne pas monopoliser la parole, vraiment, chapeau, bravo, puisque vous avez déjà fait de la prison, et je peux vous dire, pour avoir étudié la question au sein même des familles maghrébines en France, que les questions que vous soulevez sont des questions fondamentales pour le statut de la femme en Algérie, et même au-delà. Toutes les sociétés patriarcales, c'est pas étonnant que dans les sociétés turques, ce n'est pas étonnant qu'on observe cela dans les sociétés turques. Vous savez très bien que Germain Quignon, dont a parlé Catherine, disait que ce n'est pas tellement le problème, contrairement à ce qui est dit, de l'islam, c'est un problème du modèle patriarcal qui est né dans la Méditerranée au 3e millénaire et donc qui s'est répandu à travers le monde. Regardez le statut de la Chine. Ceci dit, il faut regarder les réalités qu'on connaît, et c'est effectivement un jour, j'ai dit à une de mes tantes, j'avais 10 ans, je lui ai dit, si je travaillais à l'état civil, je ne connaissais rien, hein, j'ai dit, je ne vous aurais pas enregistré. Elle m'a dit, écoute, à ton âge, qu'est-ce que tu nous racontes là? J'ai dit, parce que vous n'existez pas. Vous ne sortez pas en dehors de la famille, je ne vous vois pas sur le marché, quand j'ai fait le premier marché. Du coup, cette résistance, écrire comme vous le faites, c'est très important, parce que parler pour ces femmes qui ne peuvent pas dire. Vous savez qu'on a placé sur quoi il faut vraiment travailler, c'est ce sens de l'honneur, avec le respect que je vous dois, mesdames, qui est souvent situé en dessous de la ceinture. Voilà. C'est la question de l'honneur et surtout de la posture. Du coup, les femmes vivent tout dans le silence, vivent tout sans le dire, vivent tout dans l'intériorité d'elles-mêmes. Du coup, les femmes subissent, et puis petit à petit ça évolue quand même. Il faut dire que les choses évoluent. Évoluent grâce aux luttes des femmes, grâce à l'enseignement, grâce aussi à quelques hommes, j'espère en faire partie, qui permettent donc aux femmes d'accéder à l'égalité. Puisque vous avez fait de la prison, c'est encore... Vous voyez le violeur du cimetière, salaud, hein, il savait que la personne va le prendre. Hein, les morts ne parlent pas, et les morts ne témoignent pas. Donc du coup, ces histoires que vous racontez, elles ne sont pas désactualisées. Et vous avez eu l'honnêteté de dire qu'elles se situaient dans les années 70. Mais là, personnellement, hein, je reçois un coup de fil, j'ai un voisin, 50 ans de différence d'âge avec sa femme, et bon, il a eu du mal à obtenir le regroupement familial. J'ai écrit une lettre à Guéant, de ma propre main, les avocats ne sont arrivés à rien. Je lui ai dit, je lui ai fait un baratin, je lui ai dit, vous savez, ma première épouse était plus âgée de 9 ans que moi, je ne suis pas habitué à prendre des jeunes, etc. Mais si je prenais une dame âgée, qui est-ce qui va porter l'autre? Ça va coûter cher à la sécurité sociale. Alors, mais ce monsieur, me voyant, donc ayant quitté mon ex-compagne, il me dit, écoute, un jour il me convoque, là, il n'y a pas très longtemps, il n'y a même pas 15 jours. Il me convoque dans un café. Il me dit, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Est-ce que tu veux devenir heureux? Je dis, bien sûr, qui ne me demanderait pas. Il me dit, tu vis seul? Il me dit, ça me fait mal au cœur. Mais j'ai dit, c'est un choix. J'ai dit, pourquoi ça te fait mal au cœur? J'ai dit, moi, ça ne me fait pas mal au cœur. Il me dit, j'ai quelque chose à te proposer, la sœur de ma femme. Et je reçois un coup de fil d'Algérie. Vous voyez, pas de photo, pas de truc, je la connais ni d'elle ni d'Adam. Il me la passe, j'ai dit, je ne peux pas lui parler, je ne la connais pas. Ils m'ont dit, alors sa sœur me dit, elle me dit, chez nous, on ne regarde pas l'âge. J'ai dit, mais vous regardez la retraite, ou en tout cas, elle est revenue. Hein. Donc, merci pour ce témoignage qui donne un petit peu, justement, le symétrique. Et puis, alors, je voulais aussi, quand on parlait de patrimoine et de récolte de mémoire, je voulais rendre aussi hommage à Sadia, dont on parle aussi dans Ninis, la petite berbère, et qui fait également ce travail
de récolte, de transmission de la mémoire, en s'intéressant particulièrement justement à l'artisanat. Voilà, puisqu'elle est parmi nous, c'est aussi l'occasion d'avoir une pensée, puisqu'elle est dans cet ouvrage et ceux que ça intéresse pourront en savoir plus en lisant le livre de Fatima. Est-ce que c'était terminé, mais je voulais un petit peu recadrer parce qu'il nous reste quelques minutes et je voulais savoir si d'autres personnes voulaient poser des questions. Il faut lire les livres en tout cas. Il faut lire les livres. Et effectivement, nos deux auteurs vont aller là-haut dédicacer leurs ouvrages. Nous avons encore quelques minutes, Areski, tu veux? Oui, je ne sais pas si il y a vraiment... C'est vous qu'on aimerait entendre. Voilà, mesdames, parlez. Enfin, sortez de vos séances. Sadia, par exemple. Allez, on parle de toi, tu peux parler aussi. Hein. Le jeune homme là-bas. Ah non, mais les femmes. Bonsoir tout le monde, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci à nos écrivaines, ça se dit ou pas écrivaines? Oui, oui. Ok. Merci à nos écrivaines de ces exposés. Et je voudrais revenir sur les livres de Madame Fatima, donc juste une petite nuance, tout en revenant sur ce qu'a dit notre ami Areski, la domination masculine et le rapport au conte. Je tiens juste à souligner que le conte, je parle de Kabylie, dont je suis issu, c'est une exclusivité féminine, il n'y a pas de conteur. Il n'y a que des conteuses. C'est-à-dire le conte, c'est les femmes qui dominent il y a des troubadours, il y a un meddah, il y a des chanteurs, il y a des poètes, mais le conte... Je peux finir, mesdames? Merci. Voilà, donc, merci, madame. Donc, le conte, c'est une particularité féminine. Et quand il y a une dame, la vieille généralement, qui raconte l'histoire, a priori pour les enfants, sauf que tout le monde doit écouter ce que raconte la dame, ce que raconte la vieille. Ça, c'est d'une, donc, je me posais cette question, pourquoi? Contrairement aux sociétés méditerranéennes, où le conte n'est pas le monopole de la femme. La deuxième des choses, et je ne vois pas de domination dans le conte, justement, les contes de Kabylie, la femme, c'est toujours elle est héroïque. Il n'y a pas dans les contes une espèce de domination, bien au contraire. Chez nous, l'héroïne, ou plutôt l'héros, avec un grand H, c'est toujours le personnage féminin. Je cite Thafounach Teboujilen, je cite Aqaïsa Waden, je cite Thaboujil Msbaawat Mafnis. Donc c'est toujours l'héroïne qui, le conte en tout cas, tourne autour de l'héroïne qui est généralement un personnage féminin. Et je trouve ça... Je ne sais pas comment faire un rapport entre domination ou pas. En tout cas, dans les contes kabyles, bien au contraire, je trouve une valorisation extrême de la femme. Merci beaucoup. Merci de nous avoir donné votre perception. Moi, je connais quand même quelques conteurs kabyles. Hein. Voilà. Alors, je voudrais juste d'abord vous remercier bien sûr d'être venu et surtout vous demander, une aide personnelle. J'essaye de me faire éditer à Alger et en Algérie et je ne trouve aucune porte ouverte. Donc si vous entendez parler d'un moyen ou d'une possibilité de me faire éditer à Alger, n'hésitez pas, je suis ouverte à toute proposition. Voilà. Tout le monde a bien pris note. C'est vrai que, bon, ben ça, on ne peut pas vraiment entrer dans le cadre du débat, mais il n'y a pas énormément d'éditeurs en Algérie, c'est pas simple, ça mériterait, pas énormément, ça mériterait de faire une soirée spéciale édition en Algérie. Oui. Il n'y a pas beaucoup qui osent publier. Des éditeurs à Alger, il n'y en a pas beaucoup. Il doit y en avoir 2 ou 3. Plus, mais bon, j'essaye de trouver une porte, de trouver un moyen. Par la CB, vous pouvez avoir mes coordonnées, il n'y a pas de souci.
Oui, en tout cas, moi aussi, je voulais vous remercier d'être venu. Et puis, c'est un plaisir aussi de vous écouter. Et en tout cas, pour les contes, puisque tu viens de dire que le conte est un acte de résistance, en tout cas, chacun trouve ce qu'il veut dans les contes. Ça enrichit l'imaginaire aussi. Voilà, ça enrichit l'imaginaire. Ce sont un travail initiatique, on y trouve un peu de psychanalyse, de psychologie, du voyage, de la transmission, voilà, je répète après toi. De la création. Mais ce que je voulais vraiment juste spécifier, c'est que, alors bien sûr on dit de moi conteuse, mais conteuse c'est aussi un métier. Hein. De raconter, c'est tout un art. Je connais des conteurs, et croyez-moi qu'avec de la musique, ou avec des percussions, ou avec une diction, une posture, c'est un métier quasiment de théâtre, de comédien. Moi, ce n'est pas mon métier. Les contes, je me suis penchée parce que j'ai eu ce besoin presque vital, parce que le conte est aussi une respiration. Mais vraiment, ce que je veux dire, c'est que je commence une œuvre littéraire, jeunesse, imaginaire, avec mon matériau, mon imagination, mon parcours, mes voyages, mes saveurs, ma gourmandise, ma liberté. Donc c'est ça que je veux dire. Et le tout premier article que j'ai eu en Algérie, j'avais dit de manière très prétentieuse, qu'est-ce que j'aimerais que tous les enfants du monde connaissent Ninis la petite berbère, parce qu'entre parenthèses, Ninis la petite berbère, elle porte chance. Mais je suis vraiment très fière que Ninis la petite berbère dans sa version kabyle, traduite par Akli Kassi, qui est journaliste et professeur de berbère à Béjaïa, Gate. Donc cette version entre dans les programmes scolaires. Voilà. Et mon vœu commence à être exaucé. Donc tout le cheminement que j'ai suivi au fur et à mesure en est à son processus final. Et donc je croise les doigts qu'à la rentrée, à vos souhaits, qu'à la rentrée, ça soit bien intégré dans les programmes scolaires. Voilà. Vous voyez, on fait un vœu et il se réalise. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que d'étudier Ninis, la petite berbère, et le secret de la Soumam, ça permet aussi de donner beaucoup de force aux petites filles, de changer l'image de la femme dans les manuels scolaires, qui sont toujours un peu stéréotypées, pas spécialement, pas uniquement en Algérie d'ailleurs, hein, même en France. Et on ne peut qu'être heureux que justement des femmes écrivent et permettent de donner une image différente. Il faut savoir que les petites filles s'identifient beaucoup aux livres qu'elles lisent. Et naturellement, si on leur montre des personnages stéréotypés, avec la répartition classique des territoires, en l'occurrence l'homme à l'extérieur, la femme à l'intérieur, non pas que je veuille critiquer la femme au foyer, la question n'est pas là, mais que ces petites filles puissent avoir le choix, puissent se déterminer par rapport à d'autres images des femmes, et en cela c'est extrêmement précieux d'avoir et de présenter des possibilités de destin et d'avenir différents que ceux qu'elles connaissent peut-être dans leur petit village, etc. Et d'ailleurs, j'aimerais souligner que le passage de Fatima à l'écriture, le processus d'écriture, il est d'abord passé par la lecture. Fatima était une petite fille qui adorait lire, passait son temps à la bibliothèque, parce que la plupart du temps, c'est quand on lit beaucoup qu'on a envie d'écrire, qu'on ose écrire. Il y a eu Laïla qui nous a raconté qu'au début, elle ne se considérait pas comme légitime pour écrire. Elle est passée par l'oral, parce que l'oral, elle avait plus l'habitude, et c'est plus courant d'avoir les femmes qui racontent des histoires. Donc par le biais de l'oral, elle est passée ensuite à l'écrit. Et puis il y a l'autre parcours qui est, on lit beaucoup, et puis un jour, ça démange, on a envie d'écrire, et ces deux parcours parallèles ont mené nos deux auteurs à avoir des livres qui ressemblent à des livres, qui sont réunis, qu'on peut lire, et la transmission a lieu, et c'est ça qui est formidable.
Voilà. Ben, je crois qu'on peut les applaudir très fort. Et on applaudit aussi Catherine Belcoda. Et Aristide, bien sûr. Merci. Donc, elles vont signer. Et la CB qui nous a reçus. Dédicacer les livres et puis on va prendre un pot ensemble là-haut. Allez, et à bientôt. Au revoir. عطس مدني